Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Bonjour à tous, bienvenue sur Castagne FM, l'émission qui parle de bagarre avec des super bagarreurs. Mon pote Jérémy est à ma gauche. Est-ce que ça va, Jérémy ? Eh bien bonjour à tous, bonjour les petits castagneurs, bonjour bande de petits bagarreurs, ça va, et toi mon Adri, comment ça va ? Bah la grande pêche. Là, c'est vrai, j'ai l'impression que t'as attaqué direct, fort et tout là. Toujours. Tu sais, moi je suis là, je suis chaud. On va faire une bonne émission aujourd'hui. En plus, grande nouvelle, je sais que vous êtes tous hyper contents. Il n'y a pas Mathias Jardin dans cette émission. Ni Mathias Jardin, ni Alex. Voilà, c'est ça. Ça va nous changer. Exactement. 4 émissions avec ces deux zouzous. C'était drôle, mais on reprend un petit peu un mode de vie normal. Et aujourd'hui, on a des invités d'exception. Mais c'est vrai, puis je comprends que tu sois excité comme ça un petit peu parce qu'il y avait un truc où on s'est dit au dernier moment, là on a du temps, on peut faire cette émission juste après les Europes, on repart sur des émissions normales où on va rencontrer des gens, on se dit attends. Nos invités qui sont des invités de marque du jiu-jitsu brésilien, de marque et... On l'a fait ou pas de Marc et de Cédric. On leur a demandé un petit peu au dernier moment si ils pouvaient être là. Les gars, merci beaucoup d'avoir pu vous libérer. Vraiment, honnêtement, c'est hyper gentil. Vous avez été super flexibles et c'est un vrai bonheur de vous avoir, Marc et Cédric Akapovi. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là et de participer à notre premier Castagne FM. Il a dit premier. Hein. Oui, premier. Il en veut d'autres. Merci à vous. Alors, on a fait des tests d'enregistrement juste avant que ça commence pour vérifier que le son fonctionnait bien. Et alors, le truc où, chers bagarreurs qui nous écoutez, vous allez bien vous marrer, c'est que nos deux invités sont des jumeaux, des vrais jumeaux. En plus, ils vous expliqueront un peu ce que c'est. Mais alors, le vrai truc, c'est qu'ils ont exactement la même voix et que même eux nous racontaient qu'éventuellement, quelques années après s'être enregistrés, ils n'arrivaient pas à savoir qui parlait. Donc voilà, on ne saura pas qui a un avis sur quoi. Bon allez, on arrête de vous mentir. Cédric Akapovi uniquement est là, voilà. On n'arrivait pas à voir Marc. On est bon. Allez. Les gars, merci beaucoup. Allez, vous avez 5 minutes comme on fait un petit peu d'habitude. Tu les chronomètres, ça rigole plus. Ben ouais, ils sont deux et là ça va être... Ah non. Et Marc, tu vas présenter Cédric, tu vas présenter Marc. Ah, ça c'est un petit exercice. Alors attention, attention exactement. Parce que le micro, voilà. Donc là c'est les gars, on va de l'autre côté là, les gars et mesdemoiselles, on va vous dire là c'est Cédric qui a le micro et qui va présenter Marc. D'accord, donc là c'est Cédric. Et oui, c'est un petit exercice qu'on a l'habitude de faire en formation professionnelle où on présente le voisin. Ouais, c'est un petit peu ça. Ah oui, mais pas avec ton frère. Vous ne travaillez pas ensemble. Non, on travaille pas ensemble. Oui, donc pour présenter Marc, que dire ? Donc Marc, c'est mon frère jumeau. Donc il a 35 ans, bientôt 36 ans. Ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, grade noir de grappling, compétiteur depuis toujours, hein, finalement, passionné d'arts martiaux. Et quoi dire de plus ? Donc il fait du jiu-jitsu brésilien, du grappling. Il est professeur aussi, et fondateur de la team Akamat, donc à Saint-Gratien et à Paris, place Clichy. Et que dire de plus, voilà. Vous avez grandi où ? Vous êtes du Val d'Oise, non, par là ? Vous êtes Attends, peut-être que Marc, parlant de Cédric, aurait été plus loin. Là, on est sur un truc un petit peu très, très, très jiu-jitsu brésilien. On va voir. Ouais, Marc, ok. Donc, je vais présenter mon frère, Cédric. Il vient du Val d'Oise. Direct, tu sais, pour te faire plaisir. Donc, Cédric Akapovi, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, grade noir en grappling. Donc, multi-champion de France au niveau de la CFG. Multi-qualifié au niveau du Newaza. Qualifié au niveau de l'UAJJF. Que dire, fondateur du club Akamat. Non, c'est pas possible, hein. On le connaît et il s'appelle Marc, hein, le fondateur du club Akamat. Hein, c'est pas possible. Bon, on va pouvoir la faire beaucoup celle-ci. Ouais, c'est vrai, on va pas arrêter. Bon, c'est aussi un titre jumeau monozygote de
Marc. Expliquez-nous ce que Alors ça c'est. t'a plu, Adrien, parce qu'on a donc effectivement, comme il disait Adrien, on a commencé par expliquer ça, et c'est vrai que c'est passionnant, et Adrien voulait qu'on aille un petit peu plus loin dans l'explication. Mais non, c'est pas ça, c'est qu'on on raconte toujours beaucoup de bêtises. Parlons science. Commençons là, ça fait 5 minutes d'enregistrement pile. Commençons par de la science. On va parler sciences et géographie aujourd'hui. Il est encore temps de C'est couper. vrai ou pas Il est encore temps de d'arrêter de perdre votre temps et de faire quelque chose d'intéressant dans votre vie. Coupez Castagne FM, les gars. Ok, donc vous voulez qu'on parle un peu de justement les Monozygote. jumeaux. Monozygote. Vous ok. êtes des jumeaux quand même, c'est pas rien. C'est ça. Donc, au niveau des jumeaux, il y a plusieurs types de jumeaux. Il y a ce qu'on appelle des vrais jumeaux et les faux jumeaux. Donc, ce qu'on dit en réalité vrais jumeaux, c'est les jumeaux monozygotes. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a une division cellulaire inexpliquée. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun médecin qui sait pourquoi la cellule se divise en deux pour faire deux jumeaux. Mais à la base, c'était le même. Une seule et même cellule, voilà, qui s'est divisée. En fait, c'est le même spermatozoïde. Il y a un spermatozoïde qui se divise. Au lieu de se diviser pour former qu'un être humain, il en fait deux. Enfin, après fécondation, c'est pas Après le. fécondation, Voilà, c'est ça, oui, oui. un spermatozoïde qui vient donc féconder un ovaire, Exactement. et Oui, c'est ça. au moment de la fécondation, Il y a une normalement c'est division. un embryon qui se forme, on va dire, et là en fait il y en a eu deux. Voilà. C'est ça. Tandis que les jumeaux hétérozygotes, là, ça veut dire en fait c'est deux spermatozoïdes qui arrivent à rentrer dans l'ovule. C'est ça. Et- d'accord. en même temps. Donc c'est finalement, deux êtres différents. êtres différents. D'accord, et donc vous êtes les mêmes. Et là, grand bien vous fasse, vous n'avez pas la même coupe de cheveux, donc on arrive facilement, non, mais c'est vrai, à faire la différence. Je sais pas, ça t'aide un peu, non Non, mais je trouve ça c'est assez rigolo parce que donc on s'est parlé un petit peu au téléphone, et puis là depuis tout à l'heure ça fait 15-20 minutes qu'on est ensemble, et on a parlé très peu de jiu-jitsu brésilien avec vous, alors que bon, on va quand même y revenir, hein, on va pas parler que de science et de géographie, mais on va pas quand même parler de jiu-jitsu brésilien, on nous écoute pour ça, mais ça fait partie des premiers sujets que vous amenez. C'est parce que on vous en parle souvent, c'est que les gens sont curieux, avides de comprendre de comment vous vivez. Il y a quelque chose un peu comme ça autour des jumeaux. Ou est-ce que c'est parce que pour vous c'est important ? Bon, c'est un peu des deux, C'est-à-dire que c'est vrai que c'est ce qui nous définit. Déjà, depuis toujours, moi je l'ai toujours eu avec moi. Depuis le début, j'ai jamais été seul. C'est vrai que c'est quelque chose, hein. J'ai du mal à me rendre compte en fait. Tu vois, j'ai une sœur que j'aime, hein, foncièrement, j'aime ma sœur, c'est ma sœur, mais jamais on peut comprendre cette relation de proximité, c'est pas Non. possible. Ouais, non. Non, je pense que c'est pas possible. On va dire, depuis toujours, il était là dans le berceau avec moi, dans le ventre. On a grandi ensemble. L'une des spécificités des jumeaux, c'est que souvent quand on est petit, on va dire, on a besoin de chercher des potes, se faire des potes, mais nous, on n'en avait même pas besoin. C'est-à-dire que mon pote, c'était mon frère, quoi. On était un duo et notre mère nous disait mais allez quand même voir d'autres personnes, allez drôle, quand même ça. chercher des potes, et je me dis mais pourquoi faire, j'ai un pote, il est là, pas besoin de c'était ça au début quand on était petit. C'est quoi? C'est à partir de la fin de l'adolescence où vraiment vous commencez à prendre votre envol chacun de votre côté, ou en fait vous avez jamais l'impression de vous être vraiment séparés, parce qu'à un moment vous êtes, je sais pas, j'imagine vous êtes mariés, vous avez des gosses, il y a un moment où forcément on s'éloigne, non? Ça, c'est vrai, très très bonne question. Vous êtes tous les deux mariés Ouais. et tous les deux Ouais. avec des enfants. Ouais, exactement. Après, c'est un couple, on va dire, on peut dire, on est un couple, c'est évident. couple naturel. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu le besoin de chercher une séparation ou quelque chose comme ça. En fait, dans les jumeaux, il y a plusieurs types de jumeaux. Il y a les fusionnels qui peuvent rien faire sans l'autre. Nous, on n'est pas ce type-là. On va dire, on est plutôt des jumeaux de type couple. On est une équipe. On est une équipe. C'est vrai qu'on s'appelle souvent, on se parle Un peu tous les jours. Hein. tous les jours. D'ailleurs, peut-être le JJB, c'est peut-être une stratégie qu'on a eue pour peut-être rester ensemble encore plus. Mais non, on n'a jamais eu besoin vraiment de chercher une séparation ou ce genre de choses. Après, on est des individualités.
on se ressemble, on a beaucoup de choses en commun, mais on a chacun notre personnalité. Ouais. Après, sinon, si on veut parler de séparation, ça s'est fait assez tôt. C'est-à-dire que dès la primaire, on était dans des classes différentes. Ah, et vous avez trouvé que c'était bien, ça ? C'était bien, c'était plutôt pas mal. Et arrivé... C'était fait exprès, hein. Ça a été fait exprès. Et arrivé au collège, on s'est retrouvés dans les mêmes classes. Et là, c'était le feu. Vous entendez pas, mais là, il y a eu un regard genre, là, on a bien foutu le bordel à cette époque. Exactement. Et à la fin du collège, ça nous a saoulés tous les deux. Le côté où on était les jumeaux. On n'était pas, tiens, toi t'es Marc, toi t'es Cédric, c'était les jumeaux. Et ça nous a saoulés. On a vraiment voulu au lycée d'être dans des lycées complètement différents pour pouvoir justement s'émanciper et être reconnu comme une personne, une individualité et pas les jumeaux, quoi, tout simplement. C'était dans des lycées différents, même pas dans différents. des classes différentes. Non, c'était une volonté de pouvoir. Je pense que je peux vous la raconter. Le pompon, ça a été quand avec les filles. Ouais. Quand ça commençait avec. J'allais Marc est dégoûté aussi. Je voulais en parler. Merde. J'osais pas lancer le sujet, moi. Je voulais, moi. Bah, je peux vous dire que quand tu sors avec une nana, t'es en fin 4e, 3e, t'es là, tu te dis ouais, c'est ma copine et tout, et qu'elle se trompe. Mais non. Ouais, mais évidemment qu'elle se trompe. Elle se trompe et elle est là, elle te dit tiens, c'est pas toi, t'es Marc. Alors que c'est Cédric, tu vois. Ça fout les boules, quoi. Après, c'est aussi le côté, tu te dis ça se peut que c'est mon frère qui l'a croisé. Elle a kiffé sur mon frère et c'est moi qui récolte les oui, forcément. Non. Genre, ah ouais, lui il est bon. Ouais, mais voilà. en fait, elle a pas. Ah, bah oui, mais bon. Mais oui, mais en même temps, c'est les mêmes. Enfin, alors, non, mais de l'extérieur, j'ai envie de dire, où est le problème ? Tu t'en fous parce que vous êtes les mêmes. Non, c'est pas les mêmes, justement. C'est un problème parce que quand tu obtiens quelque chose, t'aimes dire que je l'ai obtenu c'est seulement grâce à moi. Par exemple, si j'ai réussi à avoir ça, c'est seulement grâce à moi, pas à mon travail, pas à mon frère. Et c'est pour ça, dans des lycées différents, on était loin l'un de l'autre. Quand j'avais quelque chose, je savais que c'est grâce à mon charisme naturel, par exemple. À ta bogossitude, ouais. Exactement, ouais, ça a été vraiment important. Les filles, ouais, on sent. Ouais. Vous avez pas vu leur sourire, mais tu sens que oui, les filles, oui. Les filles, c'est toujours important, jumeaux ou pas jumeaux. Je veux dire, c'est pas. On est d'accord. Ouais. Et surtout quand tu te mets à, genre, t'es obligé d'argumenter, de dire, mais je te promets que c'était moi, que c'était pas mon frère. Ouais, ça fout les boules, quoi. Ok, vraiment, donc en fait les filles vous ont séparés. Entre autres. Ouais, en quelque sorte. Après, c'est vrai, entre nous, bon, pour finir sur on va dire les jumeaux, nous on a une relation un peu de type, j'appelle ça sentinelle éclaireur. Ok. En gros, habituellement, il y a des pédopsychiatres et tout, ils aiment bien parler de dominé-dominant. J'ai horreur de ces deux mots associés. Nous, on est plutôt éclaireur, sentinelle. C'est-à-dire, il va y avoir un éclaireur qui va aller devant et l'autre qui va surveiller, observer, etc. Donc nous, on va dire, si on devait se définir, ce serait plus une relation... Alors attendez. Moi, je dirais Cédric éclaireur, Marc sentinelle. Moi, je dis que c'est pas tout le temps l'un et pas tout le temps l'autre. Moi, je pense que c'est un rôle qui savent se passer. Ouais, t'es consensuel, c'est complètement... Tu prends pas de risque, hein, t'aimes pas ça, tu vis pas sur le fil, toi. Non, j'ai beaucoup de réfléchir à ça, t'as vu ? Et je me suis dit que c'était ça. Ouais, bah, donc Qui a raison ? Attends, qui a raison ? Vous avez tous les deux raison. Ouais, tous les deux raison. Toi aussi, t'es consensuel. Voilà, c'est ça. Vas-y, dis-lui ce que tu viens de me dire, là. Non, il est bien plus fort que toi. Mais on va dire, c'est vrai que selon les situations, le rôle peut s'inverser. Donc mais quoi qu'il en soit, il y en a un qui va partir de l'avant, on va dire, et l'autre qui sera en soutien. C'est plus ce genre de relation où il y a un soutien, il y a un appui. D'ailleurs, c'est notre logo, quoi. Le logo de notre team, de la team Akamat, c'est exactement ça.
Et alors, comment a commencé? Qui a introduit le jiu-jitsu brésilien entre les deux frères? Comment ça a commencé? Ou la bagarre, je sais pas si vous y êtes venu comme ça, peut-être que vous faisiez de la boxe avant, je sais pas du tout. C'est une longue histoire, c'est l'histoire de notre vie, ça. La bagarre. Donc, Vous vous battiez beaucoup? énormément. T'as mon pote, la maman, il fallait qu'elle range les meubles et tout, tous les soirs, Ouais. et tout, qu'elle range le... Ah, rappelle-toi ce que racontaient les frères Olivier. Hein. Bah oui. Ils étaient 3, ils avaient une cave et ils se foutaient dessus depuis. Enfin voilà. Ouais, hein. sauf qu'il y avait un plus fort, un moins fort. Là c'est les deux mêmes. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y avait un plus enfin, âgé en tout cas. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. D'ailleurs, en parlant des frères Olivier, ils nous ont invités dans cette fameuse cave. Ah, vous Et- les connaissiez depuis tout ce temps-là? Donc les frères Olivier, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand on est arrivé dans le jiu-jitsu brésilien, nous on était ceinture blanche et eux c'était les ceintures bleues, c'était nos aînés. Et je veux pas dire de bêtises, vous avez commencé chez Bitan, hein. Exactement. Donc du coup ils ont toujours été nos aînés en jiu-jitsu brésilien et ça a été une relation qui a duré depuis toujours où on s'est toujours entraîné pendant très longtemps, on s'est entraîné ensemble et bien qu'on ait chacun nos académies, on ait développé notre club de notre côté, on a quand même cette relation où de temps en temps souvent on se parle, on se donne des conseils, on échange sur des sujets et d'autres, c'est des vrais amis. Et justement, je me souviens quand on est arrivé, ils étaient heureux parce qu'en fait c'est des combattants plutôt dos au sol, guarderos. Et nous, on est plutôt passeurs de garde. Du coup, on s'est vraiment bien complété. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que le succès, il est un peu dû à ça. Avec des partenaires de cette trempe qui travaillent aussi bien dos au sol. Et nous qui essayons de leur passer la garde. C'est sûr qu'après, en compète, c'était beaucoup plus facile. Ah oui, c'est vrai que vous étiez de toute cette team là avec Samuel Petit, avec Nelly Stonko, avec les frères Olivier et tout, ça faisait du Ouais. sacré monde, hein, quand même. L'équipe de boucher quoi. Du sacré monde. Et pour parler, vu que tu parles de Samuel Petit, lui c'est encore particulier. C'est que on a grandi à 3 km à peine l'un de l'autre. Et on s'est retrouvés, en fait on s'est rencontrés la première fois au jiu-jitsu traditionnel et on avait à peine 14 ans quoi. Ah, vous avez commencé jeune. Ouais, on a commencé jeune par... Il n'y avait pas à cette époque-là, il n'y avait peut-être pas de jiu-jitsu brésilien en France, mais on connaissait déjà les projections et les clés par le biais du jiu-jitsu traditionnel. C'était notre premier sport. Et alors comment vous en êtes venu au brésilien? Juste vous avez vu Bitan Academy, la lumière, vous êtes rentré ou? Non, du tout. C'était on a toujours été passionnés d'arts martiaux, de bagarre. Ça a été un moyen de communication pour nous. D'ailleurs, ça nous a causé pas mal d'ennuis à l'école maternelle et à l'école primaire parce vous que battiez quoi. nous, on se battait avec les autres gamins, mais pour nous, c'était un amusement, c'était un jeu. Sauf que c'est pas un jeu pour tout le monde, quoi. Les autres percevaient ça comme des agressions, alors que pour nous, c'était on s'amuse à la bagarre, quoi. On a énormément de mal à croire ça quand on vous voit aujourd'hui. Je me disais pareil. Hein. Bon après ils ont 35 ans. Hein. Non, mais Ouais, mais enfin bon, alors des amis à moi, hein, qu'on côtoie quasiment tous les jours. Je veux dire, ça se voit, tu vois ce que je veux dire, que c'est des gens qui fonctionnaient, qui peuvent demain fonctionner comme ça. Quand on vous voit comme ça, vraiment, on a non, du mal. en à y fait, croire. justement, c'est pas de la bagarre agressive. C'était un jeu. C'était pas méchant. La communication. La chamaillerie. Voilà. C'est-à-dire que nous, je m'en souviendrai toujours, pour nous en maternelle, nos meilleurs potes, c'était nos meilleurs ennemis en fait. C'est-à-dire que pour nous, quand on nous demandait mais c'est qui ton pote, c'était le mec avec qui on se foutait sur... Mais alors quand tu me dis ça, comment tu définis ton frère alors maintenant? Vas-y, fous la merde. Bah non, mais parce que c'est hyper intéressant. Ouais, mais avec Marc, on s'est toujours tapé dessus. Toujours. Et même encore aujourd'hui, ça a toujours été. Il y a
c'est pas une rivalité, mais quand on combat, quand on est tous les deux et qu'on combat ensemble, on fait pas semblant et on aime cette forme de communication. Je me souviendrai, bon, c'est peut-être pas visuel. Un jour, je me souviens, j'étais dans la cuisine. C'est Madeleine de Proust, justement. J'étais dans la cuisine et là, il y a Cédric qui vient avec un grand sourire. Il me met le bras autour du cou et il me balaye la jambe arrière et se laisse tomber en arrière. Du coup, le fait qu'il me tienne par le cou, mon coccyx tombe en premier. Bon, ça fait mal et en gros, il était content d'avoir eu l'idée d'une nouvelle technique à essayer sur moi. Mais Moi, vous aviez quel âge là? 7-8 ans. Ok, mais, d'accord. mais pour dire, c'est vrai que là, je me dis, ouais, mais quel salaud. Ouais, bon, on a fait pas mal d'expériences, on a découvert pas mal de techniques, on va dire, de combat, même avant le jiu-jitsu traditionnel ou le jiu-jitsu brésilien. Mais pour nous, ça a toujours été notre moyen de communication favori, quoi. Se battre, chercher des techniques, mais jamais méchamment, jamais. Pour nous, ça a toujours été un jeu, tout simplement. Après, on a été bercé par les Jackie Chan, les films de Bruce Lee. Évidemment. Ensuite, il y a Akira Toriyama qui arrive avec son Dragon Ball. Donc c'est pareil, c'était kiffant. Et c'est vrai que après forcément on a envie d'essayer un peu les techniques sur son frère. Enfin, un Kamehameha, là où je sais pas, c'est compliqué quand même à sortir jiu-jitsu brésilien ou pas. C'était quand même un peu galère. Hein. Je sais plus qui nous racontait que son fils, il essayait de se transformer en super guerrier, tu sais, de 5-6 ans, et qu'il hurlait chez lui, et que qu'un de ses potes lui avait juré avoir vu un de ses cheveux se dresser et tout. Je trouve ça trop drôle. C'est clair. Et alors, vous allez voir un petit peu le cheminement de pensée, parce que vous disiez que donc vous aimiez cette opposition l'un envers l'autre, enfin que vous aimiez aussi cette rivalité et que vous arriviez à en faire quelque chose, on va dire dans le jiu-jitsu brésilien. Vous nous disiez, mais alors c'était plus toi Cédric qui a amené ça. Vous êtes donc togolais. Ouais. Vous êtes togolais. Et alors d'ailleurs, fait rigolo, parce que c'est quand même vous qui essayez de vous émanciper de ce principe de jumélité. Gémellité, ouais. Gémellité, ouais. Votre nom, pas prénom, hein, nom de famille, non, votre prénom. Notre prénom. Veut dire jumeau. Exactement. Alors il faut nous expliquer ça. Donc, comme tu l'as... C'est compliqué quand même de vouloir s'émanciper de quelque chose, mais que ton prénom contient cette chose-là. Comment tu te sépares de ça? Exactement. Donc pour en dire plus sur ça, on est d'origine togolaise et on est aussi togolais parce qu'on a la double nationalité, donc on est franco-togolais. On est les deux. Et donc culturellement, dans la culture togolaise, le nom, c'est la transmission orale. Donc c'est-à-dire que tout est rien qu'avec un prénom, on peut savoir quel est ton rang dans la fratrie, quel est ton jour de naissance et est-ce que tu as une spécificité, est-ce que par exemple tu es jumeau ou est-ce que tu es le cadet, ce genre de choses, quoi. Du coup, nous au niveau de notre deuxième prénom, c'est Akwete. Donc Akwete pour moi et Akwete pour Cédric. C'est le « et » qui change en fait. Donc, et ça veut dire, c'est un prénom qui veut dire qu'on est des jumeaux, tout simplement. Mais alors donc c'est pas le même prénom, mais qui veut dire le même mot. C'est l'accent qui change. C'est l'accent, il y a le « et » qui est différent à la fin. D'accord. Il y a un « et » et il y a un « et ». Ok. Non mais c'est hyper intéressant, c'est un des premiers trucs que vous nous avez dit. Donc voilà, votre prénom en l'occurrence veut dire, donne la place dans votre fratrie. Vous avez des frères et sœurs? Donc on est les derniers, nous, on est 5 en tout. Donc une grande sœur, 2 grands frères et nous 2, quoi. C'est ça. D'accord, donc vous dites, en gros votre prénom dit que vous êtes les 4e et que vous êtes jumeaux. Ouais. C'est ça, exactement. Et donc pour revenir à la culture togolaise dans laquelle on a été baigné, parce que nos parents nous ont enseigné, on va dire, on a grandi, on a été élevé dans cette culture. On va dire, les jumeaux sont très très importants et ont une place particulière. C'est-à-dire que on est souvent, je sais pas comment on peut dire ça.
Mis en valeur, mis en avant. On est mis en avant, c'est des aides qui sont considérées comme exceptionnelles, respectées. D'ailleurs, Tranquille, hein, ça va. Là, on est en France, les gars. Hein, doucement, quand même. Hein, on n'est pas au Togo. Doucement. Jérémy, je te rappelle qu'ils sont ceinture noire. Qui sont plus forts que moi, oui, c'est vrai. et spirituellement, on dit qu'ils ont un pouvoir très fort au niveau de l'énergie. C'est le culte, c'est pas un culte, mais on appelle ça les Venavi. Les Venavi, c'est les jumeaux. Les jumeaux, il y a tout un symbolisme. En gros, au Togo, on a nos statuettes dédiées. De vous deux ou de les jumeaux de nous deux. Mais non. De nous deux, Ouais. on a nos statuettes. On a un hôtel, on a un hôtel chez notre oncle, on a un petit hôtel. Avec combien de chambres à peu près? Excellent. Ouais, tranquille. Ça fait 2 fois que j'applaudis quand même, 2 fois. Donc on a des statuettes Non, qui mais sont à notre. Là, ça va encore plus loin que tout à l'heure. Alors, attendez, c'est-à-dire qu'un jour, votre maman vous a dit bon, allez les gars, là, vous êtes mignons, vous êtes jumeaux, il va falloir vous faire des statuettes. Vous avez été où pour faire ça? Mais non, bon, là on rentre dans la culture. En fait, dans la tradition, on a des statuettes et c'est notre oncle qui doit s'en occuper. Et en gros, on a des statuettes qui sont chez lui du coup. Et régulièrement, il les nettoie, il s'en occupe. Et tous les vendredis, on est censé spirituellement nourrir ces statuettes qui en l'occurrence nous représentent. En leur ramenant, c'est ce qu'on a des haricots rouges, un mélange d'haricots rouges. Et d'ailleurs, là, on est diffusé le vendredi, donc ce podcast, quelque part, doit aider à donner de l'énergie à ces statuettes. Et on va avoir des photos de ces statuettes, hein. Ça c'est très clair, on les veut. Et pour l'histoire, des fois même, on peut mettre de l'argent. Et donc si vous voulez donner sur Castagni FM, vous... et justement pour faire peur aux voleurs, on dit que celui qui vole l'argent des jumeaux volera toute sa vie. Voilà. Il y a des voleurs à qui ça ne fait absolument pas peur, hein. C'est très clair. Et justement, pour reparler de Jujutsu, on avait une compétition l'année dernière, c'était le Grand Slam de Londres, grosse compétition avec énormément de monde. Et juste après la pesée, on cherchait à se restaurer puisqu'on avait perdu un peu de poids, etc. Et là, comme par hasard, on est tombé dans un resto jamaïcain où ils nous ont servi le repas des jumeaux à base de riz, haricots rouges. Et là, on s'est dit, on va tout déchirer à la compète. On a notre repas. Et alors? Ouais. C'était plutôt pas mal, mais gros combat contre. Mais vous aviez trop mangé. Impossible de me lever après. En fait, je perds contre le finaliste Buchanan, Tommy Buchanan, qui perd de rien du tout. Je perds la décision contre lui, quoi. Mais bon, grosse prestation, gros combat, c'était pas mal, quoi. Et alors donc, bon, pour continuer sur ça, parce que c'était un petit peu ça mon cheminement, là, vous participez donc à l'UAE-JJF. C'est ça. Et vous n'êtes pas dans les mêmes équipes. Non, effectivement. Donc, cette saison, Cédric, j'ai choisi de représenter le Togo. Et Marc continue de représenter la France. Donc, on est malgré qu'on soit jumeaux, on représente 2 pays différents. Parce que donc, ouais, c'est ce que t'expliquais, c'est-à-dire que là, potentiellement, il peut y avoir bagarre l'un contre l'autre, quoi. Exactement. Même si, même en étant tous les deux français, on peut s'affronter l'un contre l'autre. Mais oui, effectivement, on n'est pas dans la même zone. Moi, je suis dans la zone Afrique, lui, il est dans la zone Europe. Et pour expliquer un peu le système de l'UAJF, c'est un tournoi. Un classement. Il y a un classement et tout au long de la saison, la personne les gars qui arrivent à avoir le plus de points, qui accumulent le plus de points, peuvent être qualifiés pour les Worlds à Abu Dhabi. Donc pour la zone Europe, il y a 12 qualifiés, toutes ceintures confondues. Ceinture, quand je dis ceinture noire, toutes les ceintures noires avec les poids. Tout poids confondu. Et pour la zone Afrique, il n'y en a que 2. Ce qui est normal parce qu'ils ont jugé qu'il y avait moins de pratiquants. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la zone où il y a le plus de qualifiés, c'est l'Europe. Il y en a même plus qu'en Amérique du Sud. Donc, c'est ce genre de système. Mais alors, donc, tu te dis, allez, je vais chercher la difficulté, quoi. Ou alors, tu penses que ça va être plus facile?
que là, Il y a moins de pratiquants aussi. Ouais, mais il y a que 2 élus, quoi. Il y a que 2 élus. Effectivement, c'est pas plus facile. Mais là, ce que j'ai voulu vraiment chercher, c'est, on va dire, faire quelque chose d'historique. Parce que bon, le Togo, Oui, c'est un petit pays. C'est un tout petit pays. Mm. On n'a pas de champion de jiu-jitsu brésilien officiel. Et je vise la place de champion d'Afrique. Donc, Ouais, ça a un certain style. Champion d'un continent, ça a un certain c'est ça, style, exactement. Champion d'un continent, et ça va permettre d'honorer Les statuettes déjà pour commencer. les statuettes, d'honorer comme on dit chez nous, d'honorer les ancêtres et hisser pourquoi pas, si j'y arrive, hisser le Togo à la première place africaine. C'est le moyen aussi de planter des petites graines, on va dire, au niveau du JJB. Si au Togo on s'y intéresse, il y a un énorme potentiel. Peut-être que dans quelques années, ça va faire émerger d'autres talents, et c'est notre, on va dire, bon, c'est lui qui combat, mais c'est notre moyen un peu de faire partager, de faire découvrir ce sport. Comment vous avez fait? Vous avez tiré au sort? Comment vous avez décidé qui allait représenter le Togo, qui allait représenter la France? À vrai dire, c'est plus une question de motivation. De nous deux, je pense que je suis le plus compétiteur au niveau de l'état d'esprit, on va dire. Je suis un T'es peu plus l'éclaireur, quoi. Sur ce coup-là. C'est ça. Et donc du coup, ça s'est fait tout naturellement, hein. Je pense que c'est quand même plus facile avec les 12 places européennes d'être dans les 12 que d'être dans les 2. Et j'avais plus de disponibilité, notamment au niveau des compétitions, de pouvoir se déplacer. Par rapport à mon boulot, j'ai plus de flexibilité, on va dire. Et donc du coup, ça c'est tout naturellement, ça a été moi, quoi. Après, faut pas sous-estimer, on va dire, le niveau africain. Il y a l'Angola. C'est ça ce que je veux dire. À part l'Angola, c'est quoi les gros pôles de Jiu-Jitsuka? Alors, on connaît, nous, forcément mieux un peu les francophones, marocains notamment, c'est surtout ça que j'ai entendu parler, moi, Jiu-Jitsu au Maroc. Mais je sais pas toi, Jérémy, mais moi, le Jiu-Jitsu en Afrique, Angola, Maroc, voilà, c'est les seules nations dont j'ai entendu parler. Je sais que Babiche, je crois, en Côte d'Ivoire, a essayé de monter un peu des clubs, mais j'en sais pas beaucoup plus. Oui, non, moi, effectivement, Maroc, alors, et même Angola, j'en ai entendu vraiment parler, je me suis intéressé grâce à Sébastien Garnier, qui maintenant a monté une première structure à Marseille, GB, Gracie Barra. Mais c'est vraiment lui aussi qui m'a ouvert sur ça, parce que sinon, la culture jiu-jitsu brésilien en Afrique, pour moi, elle n'était pas évidente. Effectivement, Maroc, Tunisie aussi, ça j'ai entendu parler. Ouais, donc la première des nations africaines, c'est l'Angola. Donc ancien pays, ancienne colonie portugaise, donc forcément le lien entre le Portugal et le Brésil, il est clair. C'est impressionnant parce que c'est un petit pays et il y a une concentration de clubs. En Angola. C'est un grand pays, l'Angola. C'est un grand pays, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une concentration à Luanda, la capitale, il y a une concentration de clubs. Ah ouais, vraiment ouais, incroyable. Il y en a plus que, je pense, qu'à Paris. Hein. Ouais, je pense que. Donc ils sont chauds, quoi. Ils sont chauds. Et on les voit en compétition, justement, quand on fait les UAJF. Il y a des jeunes Angolais, ils sont bouillants, quoi. Ceinture bleue. Ouais, on avait discuté de ça avec Sébastien Garnier. Il nous disait, parce que il faisait plutôt ses qualifs en Europe. On lui dit, ouais, mais pourquoi tu les fais pas en Angola et tout? Il nous a dit, ouais, mais vous êtes malades, les gars. Ah ouais, c'est les dingues là-bas, quoi. Là-bas, ils sont chauds bouillants, quoi. Et il y a 2 places. Et il y a 2 places. Ouais, donc à pas donc tu vas rencontrer les Angolais, là. Il y a tout récemment, j'ai doublé au classement un Angolais qui était, en fait, j'étais 2e et j'ai réussi à prendre la première place là il y a à peine 2 semaines. Et du coup, c'est une course poursuite où il me talonne, il est derrière moi. Là, on va avoir 3-4 compétitions les 3-4 prochains week-ends. Et il est là, quoi. Mais c'est ça, en fait, le truc que je vois avec vous,
quand vous présentiez chacun, c'est que vous êtes chaud sur les compètes quand même. Là, vous enchaînez 3-4 compètes en 3-4 semaines. Vous faites du Newaza, vous faites de CFG, CFJJB aussi. Donc toutes les fédérations françaises et internationales, quasiment, vous faites tout. Et puis vous êtes là aussi sur de vrais rendez-vous, comme des super fights, on vous voit quand même souvent. En plus, c'est aussi, les super fights. Ouais, donc- C'est votre truc, quoi. Ouais, c'est vrai. Puis il y a ce truc-là où vous avez pas peur de l'adversaire, c'est-à-dire que vous avez pas, surtout quand on est ceinture noire, et puis avec votre vous êtes quand même des gens un peu en avant, mais un peu connus quand même dans le jiu-jitsu brésilien français. Vous n'avez pas de problème à prendre même quelqu'un en dessous de vous à la ceinture, et puis quitte à perdre s'il faut perdre, parce que c'est ce qu'on appelle des vrais compétiteurs, quoi. Hein, je veux dire, vous n'êtes pas là pour la figuration, quoi. Après, merci pour les compliments. Mais non, mais Après- c'est vrai, c'est hyper important. On en connaît plein des gens qui sont là pour faire des photos. Je veux dire, on en connaît plein, et qui se disent compétiteurs. On en connaît plein. Je pense que c'est aussi notre manière d'aborder la compétition. Qu'est-ce que c'est la compétition pour nous? Bah, qu'est-ce que c'est Donc, Qu'est-ce que c'est la compétition donc, pour vous qu'est-ce que c'est la compétition pour nous? La compétition pour nous, c'est un moyen de progresser dans notre passion, dans notre sport. C'est un moyen d'affûter notre jiu-jitsu brésilien. Parce que c'est ça, pour le coup, ça reste une passion pour vous, vous en vivez pas. Vous avez tous les deux un boulot. Ouais, Sérieux exactement. en plus, d'après ce que je comprends. Ouais. Non, mais en plus. Avec des responsabilités. et tout. Non, voilà, c'est pas un boulot d'appoint pour pouvoir vivre du jiu-jitsu. Vous avez des vraies carrières et donc vous avez fondé une académie ou deux, c'est ça, 2 sites. On a une académie, on a plusieurs centres d'entraînement. Voilà. Ouais. Ok, donc une académie avec plusieurs centres d'entraînement, mais voilà, avec toutes les compètes, plus les gosses, vous dormez peu, quoi. Vous faites partie de ces gens-là qui n'ont pas besoin de. Ouais, en fait, depuis toujours, pour nous, la compétition, c'est quasi, c'est vital. C'est vital, c'est-à-dire que je pense qu'on va être vraiment, on va tomber en dépression le jour où on va plus pouvoir faire de compétition. Ça, c'est sûr. C'est super important. Et effectivement, je pense qu'on est un peu comme je sais pas si les samouraïs sont comme ça, mais en gros, on va à la compète, on progresse, on fait avec nos petites blessures, si on en a ou si on n'en a pas, on fait avec notre condition du moment, avec notre forme du moment. Et le but, c'est de pouvoir réussir à gagner, peu importe l'adversaire, peu importe. J'ai battu des mecs en compétition qui étaient plus forts que moi. Parfois, quand je dis ça, il y en a qui se disent, mais comment t'as battu quelqu'un qui est plus fort? Il y a des mecs, je sais, qui sont plus forts que moi, mais grâce à la stratégie, j'ai réussi à les battre. Et ça, c'est le kiff complet de la compétition. Justement, quand on a commencé, le but, c'était... j'aime bien poser cette question aux élèves. Pourquoi tu commences? Pourquoi tu fais ce sport? Et c'est vrai que je me souviens... la réponse que Cédric m'avait donnée, lui, il voulait pratiquer le JJB juste pour apprendre, pour connaître des techniques. En fait, c'est ce qui me motive, c'est de réaliser, on va dire, de bonnes techniques. Et le seul endroit où on peut vraiment tester ces techniques, c'est quand même la compétition. Exactement. Et pour revenir à ça, quand on me pose la question... pourquoi tu fais du jiu-jitsu brésilien, pourquoi tu t'entraînes, qu'est-ce que tu recherches finalement, c'est quoi ton but, c'est tout simplement progresser. Et ça me plaît parce que il n'y a pas de fin en fait dans ça. Il y a des personnes qui vont te dire ouais, moi mon but c'est d'arriver à la ceinture noire. Oui, mais t'as ta ceinture noire et après tu fais quoi? Après tout est louable, hein, c'est-à-dire que chacun a ses objectifs, il n'y a pas de petits objectifs. Il y en a, ils vont dire ouais, moi mon but dans ce sport c'est j'ai une bêtise, arriver à la ceinture marron et après je serai satisfait et d'être voilà. fort. Ou tout simplement par exemple être fort. Être fort c'est subjectif, qu'est-ce que ça veut dire? On est plus fort que quelqu'un, on n'est pas fort tout seul. À chaque fois, en général, on est fort par rapport à quelqu'un d'autre. C'est bien une réflexion de jumeaux, ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Exactement, tu peux te dire ouais tiens je suis très fort, mais tu fais face à, je sais pas c'est qui le gars qui est chaud en ce moment, à un boucher-chat, tu deviens tout de suite... Du coup, tu as l'air moins fort. beaucoup moins fort. Hein. Exactement. Donc moi depuis toujours, et Marc aussi, hein, je pense que c'est pareil,
Nous, notre objectif, c'est de progresser, continuer à progresser. Vous vous considérez comme des élèves permanents, en fait, c'est ça. Il y a un truc où apprendre. Apprendre, c'est ça. Et ça n'a pas de fin. C'est une soif de la connaissance et aussi une soif de l'efficacité, voilà, tout simplement. Il y a aussi le jeu, jouer, tester des choses, les stratégies, etc. Justement, en tant que jumeaux, on a pu s'affronter sur pas mal de terrains. Et c'est vrai que le jeu, c'est prédominant chez nous. Par exemple, on joue aux échecs, aux dames. On s'affronte à des jeux même... À la bonne paye, on s'arrête jamais, quoi. Monopoly. Ce qui fait, on fait la course dans la rue. Juste comme ça. Mais Marc, je te parie que j'arrive avant. c'est rigolo parce que je me souviens en fait quand on était gamin et qu'on vivait sous le même toit, même après, hein, Marc il arrivait toujours avec un truc pour me défier, tu vois. C'était toujours genre, je sais pas, ça va être... je suis sûr que je suis plus fort sur ce jeu que toi, tu vois. C'est exactement ce que Jérémy décrivait avec une vanne, hein, c'est ça en fait. Ouais, mais c'est exactement ça. Et ça peut être les jeux vidéo. D'ailleurs, au passage, il a définitivement, il m'a battu à Street Fighter 4. Pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est quoi ton titre? 5. Je suis champion, j'ai gagné un tournoi en Île-de-France. À Street Fighter 5 et je suis assez fier de moi parce que le finaliste c'est un vétéran de Street Fighter qui combat vraiment sur tous les fronts et il a même un manga où c'est un des personnages principaux d'un manga de jeux vidéo de Street Fighter et donc je me souviens la finale on était l'un en face de l'autre et justement je l'ai abordé comme une compète de JJB. Attends, tu veux vraiment continuer ou pas? J'adore. Il s'est passé des trucs dans cette émission, mais ça c'est génial. Et du coup, j'ai battu le favori et du coup je fais champion d'Île-de-France. Et je me souviens, il était dégoûté, il était dégoûté. Il a rien compris, mais vraiment, il a rien compris. On lui a fait. Après, on peut le dire. Hein. Il y a une petite stratégie en amont. Genre, et sinon, Marc. Fumer la gueule. Tu vois, lui, il est champion du monde de jiu-jitsu brésilien. Maintenant, tu veux le faire perdre, c'est toi qui vois. Ouais. Mais sinon, Marc, tu as eu envie de pousser ta carrière dans Street Fighter? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui s'est... Non, mais on rigole, mais c'est... Moi, je veux savoir sérieux, la stratégie. Je veux savoir la stratégie. Okay. La stratégie, en fait, il faut savoir, la date était fixée de la finale, etc. Et dans Street Fighter, avec le système... Le système de... Excuse-moi, j'y arrive pas. Et sinon, tu te vois où dans 5 ans, là? Je veux dire... C'est de e-game, c'est de l'e-game. E-gamer, les gars. Si moi, je demande, t'es marié ou pas? Le plus marrant, c'est que ça aurait pu être un autre type de jeu. C'est-à-dire que les mecs, ils font aussi des jeux vidéo de baston. Tu vois, dans le doute. Enfin, ça reste du jeu vidéo quand même. Je veux dire, c'est de l'e-game. Mais il y a un lien incroyable. D'ailleurs, après, on en parlera après, mais il y a DJ Jackson que vous connaissez, certainement. Je l'ai affronté, je l'ai battu. À Street Fighter. À Street Fighter. Bon, il m'a battu après, en vrai. Mais la semaine dernière. Il en a parlé. Il en a parlé sur Insta. Sur Insta en disant putain, il y a un mec qui m'a déchiré sur Street Fighter, c'est Marc Akakpovi, quoi. Ouais, bon. C'est rigolo quand même que vous vous soyez retrouvés sur un truc sur un tournoi Street Fighter. Non, oui, c'était en ligne en fait. C'était en ligne. Mais pour la petite stratégie, en fait, on s'espionne un peu, on espionne son adversaire, on regarde son style de jeu. Et bon, j'ai eu l'idée de donner mon identifiant à Cédric. Je lui ai dit, Cédric, tu vas utiliser mon identifiant, tu vas prendre mon identité virtuelle pendant, on va dire, 2 mois. Et donc, il était espionné par mon adversaire qui jouait. Et donc, il voyait Cédric, bon, excuse-moi de dire ça, mais il jouait comme une quiche. Et il jouait comme une quiche avec des personnages qui sont pas les tiens, qui sont pas habituels. Exactement. Et le jour de la finale, il était vachement confiant et tout. On commence la partie, et là, il voit, je prends Dalsim. Dalsim, le personnage improbable que personne ne prend.
Et là, j'ai vu la surprise dans ses yeux. Le temps qu'il réalise qu'il s'est fait berner, je l'avais déjà battu. Et... Ouais, ça a été la stratégie. En gros, pendant 2 mois, il m'a espionné, il a joué, il a vu que genre que j'étais pas terrible. Et au final, en fait, quand au vrai moment, quand il a combattu Marc, c'était trop tard, quoi. C'est mortel. Je trouve cette histoire incroyable. Faut pas les emmerder les deux. Non mais c'est trop drôle parce que c'est pas toi le champion. Enfin, vous êtes tous les deux. Enfin, parce que vous avez gagné ça en équipe, quoi. C'est On peut dire toujours comme ça que ça fonctionne avec tout. C'est-à-dire que avant chaque combat, je dis à Marc, c'est quoi le game plan? C'est quoi la stratégie? Ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction de l'adversaire, ça va pas être la même stratégie, c'est normal. Et nous, le game plan, on le décide à deux. C'est important, on le décide à 2. Et quand on perd, ça c'est pareil, c'est une des particularités de... On parlait de la compétition. Ce qui peut être très dur en compétition, c'est l'ego. C'est-à-dire que tu gagnes, tu perds, mais quand tu perds, parfois ça fait tellement mal que du coup... tu peux plus y retourner, tu peux plus y retourner. Quand je perds en compétition, c'est mon game plan qui a pas été bon. C'est pas moi qui ai perdu en soi, c'est le game plan. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Mon objectif en compète, c'est de pouvoir faire le game plan parfaitement. Ça implique que tu considères... J'essaie de réexpliquer, moi je le comprends. Ça implique que toi tu te sens capable de tout faire. Et, je me sens... C'est présomptueux de dire... Dans le game plan qu'ils choisissent. Ils ça. vont pas lui dire, bah tu vas faire j'en sais rien, mais un berimbolo, alors qu'il a jamais passé un berimbolo de sa vie, ce serait stupide de donner ça comme game plan. Mais dans ce qui va être proposé, l'un comme l'autre sait qu'il peut passer ce qui est proposé. C'est ça qui est... d'après ce que je comprends. Ce qu'on explique à nos élèves, c'est que le plus important au niveau d'un game plan, c'est d'être réaliste sur ses propres capacités. Cohérent. Donc tu considères toujours que ton game plan est réaliste et peut marcher. Toujours. Exactement. C'est-à-dire que faut être conscient. Il y a, par exemple, je vais dire une bêtise. Mon niveau de, je sais pas, mon jeu debout, il a un certain niveau. Je sais que ça va pas être le même niveau que celui de Teddy Riner, par exemple. Teddy Riner a un debout beaucoup plus fort et technique que le mien. Ouais, c'est mais normal. à Street Fighter, mon pote, rien du tout. Il aurait pris Dalsim direct. Exactement. Donc après, en fonction, on va dire, de son niveau et de mes forces, de mes faiblesses au niveau de ce que je sais faire, finalement, de mon panel technique. Ça sentait aussi du moment. Ma forme, on va adapter un game plan spécifique, je dirais même sur mesure, à l'adversaire. C'est exactement ça. C'est le JJB, c'est un peu l'affrontement. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme le jeu pierre-feuille-ciseaux. En gros, il y a plusieurs styles de jeu. Et par exemple, la pierre, elle va casser le ciseau et elle va pas forcément gagner contre la feuille. Contre la feuille. Forcément. Exactement. Il faut essayer de trouver la meilleure combinaison pour battre l'adversaire. Et selon, on parlait des différentes fédérations, nous, ce qui nous intéresse dans le fait d'évoluer dans différentes fédérations, c'est que les règles, elles sont différentes, elles changent légèrement. Donc du coup, comme Marc le disait tout à l'heure, ça reste un jeu avec des règles légèrement différentes et nous, ça nous plaît. En IBJJF, c'est 10 minutes, les ceintures noires. Au niveau du CFG, ça va être 5-6 minutes, voilà, à peu près. UAEJJF, c'est pareil. Au Newaza, il va y avoir une autre approche aussi. Il y a aussi les règles de Submission Only où finalement c'est la finalisation. Donc le fait d'évoluer avec un règlement finalement différent, c'est un peu comme si tu jouais aux cartes mais avec à des jeux différents, quoi. C'est ça. C'est ce qui nous plaît. Ouais, je comprends. Je trouve ça beau que finalement pour vous là, la finalité c'est pas forcément être le champion de telle chose, c'est pas forcément être le plus fort de telle chose, ce qui est quand même très souvent la finalité quand on fait un sport de combat quand même. Et vous êtes plus dans le côté qu'est-ce que vous allez en tirer en fait.
Je trouve ça assez intéressant. Le jeu, ouais. Le Ouais, jeu. ouais, c'est rigolo. Ouais, des Et petites c'est- variations de règles, mais le même jeu. Et ça implique quelque chose là qu'on entend beaucoup, enfin que j'ai entendu là, qu'on a entendu 2 fois, et c'est la première fois, je crois, qu'avec les invités qu'on a sur Castagne FM, qu'on entend, qui est, alors oui, avec ce que vous travaillez sur le moment, quand vous êtes en combat, ce qu'on travaille sur le moment, mais vous parlez aussi de la santé du moment, des petits bobos, de ce que vous pouvez avoir, et c'est la première fois qu'on entend vraiment quelqu'un en parler, je dis quelqu'un en vous désignant vous deux, hein, mais en parler. Parce que vous faites attention à vous êtes dans ce truc-là, vous êtes pas du tout. On a l'impression que vous n'êtes pas du tout dans le pousser son corps à l'extrême, coûte que coûte, parce qu'il y a une finale et puis parce que on sent. Ce qui en sort, c'est que vous allez faire avec votre blessure, mais vous n'allez pas forcer sur cette blessure. Exactement. Pour nous, le JJB, c'est quoi? C'est ce qui est beau dans ce sport, c'est l'adaptation. Moi, j'ai vu des mecs. Il y en a un, il n'arrivait pas à plier sa jambe. Il a eu un souci de santé, il a eu des difficultés, il n'arrivait plus à plier sa jambe. Et je peux te dire que le gars, il a adapté son jeu et il était tout aussi fort. Tu lui passais pas la garde comme ça. Malgré qu'il ait un handicap, il s'est adapté. Il a développé un jeu autour de ça où il arrivait à être vraiment très fort et sérieux avec un handicap. Et le jiu-jitsu brésilien, c'est que ça. C'est-à-dire que tu vas avoir, je sais pas, un petit souci de genou. Tu changes ton jeu. Tu sais que telle technique, tu peux plus la faire. Tu l'élimines de ton panel et tu t'orientes vers d'autres techniques. Et c'est l'adaptation. Et plus ça va aller, c'est-à-dire que on parle de la compétition, on parle de la notion d'adulte, par exemple de master, etc. Les masters, ils combattent pas comme des adultes. Si le master qui va combattre comme un adulte, Il passe pas 2 tours. Hein. Ouais, puis c'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que c'est ça en fait. Tu vois, le jiu-jitsu, en fait, c'est peut-être le sport adaptable à l'extrême. exactement. À ta santé, à tes règles, parce que tu peux changer de fédération, tu peux changer selon ton âge, selon ton poids, selon tes blessures du moment, parce qu'en boxe, une fois que t'as mal à l'épaule, c'est un peu compliqué, alors que bon, en jiu-jitsu, t'as mal à l'épaule, tu peux y aller quand même, quoi. Ouais, exactement. Alors c'est marrant parce que moi j'ai l'impression de voir beaucoup de fois, ouais, j'avais mal ici, j'ai pas pu le faire, j'ai pas pu aller en finale, j'avais mal aux dents et tout. Enfin, j'ai l'impression de l'avoir beaucoup vu. Vous, c'est complètement contre votre philosophie, ça. C'est contre notre philosophie. Ouais. Enfin, moi j'ai aussi entendu Marc avant que tu arrives. On parlait un petit peu bobo du genou. Parce que je lui ai expliqué donc voilà mon petit problème de ménisque et Marc il me disait ouais non mais j'ai quand même voulu tester une nouvelle technique parce que voilà t'avais donc un problème au niveau du tendon toi c'est ça et puis c'est quand même un petit peu pousser son corps parce que tu m'expliquais donc avec cette technique là qui était le truc des plaquettes et tout, tu vas nous en parler. En gros c'était une récupération qui normalement te prend on va dire 6 semaines et que toi tu pouvais récupérer en 10 jours. Voilà. C'est quand même, alors moi je veux bien, j'entends le côté je fais aussi attention à mon corps et je continue à travailler en faisant avec cette blessure de manière à ce qu'elle récupère. Enfin là c'est quand même un petit peu pousser son corps aussi quand même, non ? Oui c'est sûr, on est des vrais passionnés, du coup on est un peu addict. Du coup, on a envie de s'entraîner le plus possible. Après, au niveau du PRP, tu fais allusion au PRP, c'est plasma riche en plaquettes. Justement, j'avais un petit souci au tendon, au ligament intérieur, au ménisque. Et au niveau c'est le docteur Mill, je peux le citer, qui fait ça au Lila, à la clinique des Lilas. Le PRP, ça consiste à quoi ? Ça consiste à se faire retirer du sang, le mettre dans une centrifugeuse, séparer les plaquettes du plasma et se le réinjecter dans le genou. Et du coup en fait, les plaquettes réparent la lésion de manière accélérée. Ça va beaucoup plus vite. Et donc, toi, tu étais passé d'une récupération qui aurait dû être 6 semaines à 10 jours, tout simplement. La méthode Nadal. Exactement. Mais ça c'est quand même... Alors, tu vas me dire, oui mais non, parce que c'est médical et au final, t'allais bien, t'es pas... Mais c'est quand même un petit peu... Ce que je veux dire, c'est que je pars toujours du constat que si le corps a besoin de 6 semaines, c'est que le corps a besoin de 6 semaines. Tu vois ce que je veux dire, et que quelque part, aller trouver une solution qui, c'est pas une solution naturelle. Est-ce que ouais, mais après, oui, mais rien. Enfin, dans la médecine, c'est pas franchement naturel. Hein. Quand on t'opère, c'est pas naturel. Les médicaments, c'est pas naturel.
Alors non, je suis Désolé, d'accord. Mais parce ça, que je non, mais ça, je suis facilite, d'accord. mais Là, je suis d'accord, mais c'est quelque chose qui peut fonctionner sans médecine. Là, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Après, il y a une perte de temps. C'est-à-dire que moi tu me donnes une méthode pour récupérer plus rapidement. Bien sûr, tout ce qui est légal. On va pas aller dans le dopage ou ce genre de choses. Après, et encore, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que le dopage? Est-ce que quand tu prends, quand t'as mal à la tête, tu prends un Doliprane, est-ce que c'est du dopage? Mais tu me donnes une méthode qui permet d'améliorer mes performances ou de guérir plus rapidement, je fonce. Et d'ailleurs, on est toujours, on a beaucoup évolué à ce niveau-là aussi, c'est que on a toujours été dans la recherche permanente de comment, on va dire, récupérer plus rapidement, comment se sentir mieux, comment faire des régimes réussis, comment perdre du poids, mais et tout en étant assez fort et finalement réaliser, continuer à faire du jiu-jitsu brésilien, mais être le plus performant possible. Et pour revenir sur le PRP, je crois même que ça a une incidence sur le cartilage. Le cartilage qui habituellement se régénère vraiment très lentement ou même pas. Avec le PRP, ça permet de... Ouais, je crois qu'il peut se régénérer, grâce au PRP. Donc c'est un peu la méthode miracle, et je crois même que c'est une innovation française. Innovation française, ouais. Donc je sais plus avec qui ils vont discuter, mais apparemment les sportifs français ont de beaux jours devant eux, parce que grâce à cette méthode, tous les soucis là, de ligaments, de ménisques, ça va être beaucoup plus simple. Donc toi, tous nos petits jujitsukas français qui, comme moi, ont une galère de ménisque, tu conseilles? dans combien de temps tu reprends là, Jérémy? Tu sais que tout le monde veut le savoir. On sait que ça va, non mais finalement beaucoup de gens s'inquiètent, donc finalement on sait que c'est pas si grave. On peut pas rigoler de tous les problèmes de santé. Donc là ça va mieux. T'es sur la tatami dans quoi, un bon mois? Alors non, puisque là, ben oui, non. Non, alors voilà, donc IRM ce matin, puisque tout le monde veut le savoir. IRM ce matin, effectivement, ça n'est pas les croisés, donc j'étais très content. C'est donc le ménisque qui s'est détaché, qui est sorti et qui est parti sur le côté extérieur. Donc maintenant, va falloir l'enlever. Ouais. Mais ce qui est plutôt rassurant, parce que les croisés, on part. Alors non, aucun de vous deux n'est passé sur les croisés, parce que ça, on part sur 6-7 mois, voire un an d'arrêt, en fait, s'il y a des complications. Ouais. Et là, ça peut vraiment être l'enfer. Et c'était un petit peu la peur qu'on avait, Adrien, on peut le dire. Moi, je suis toujours inquiet pour toi, mon chaton, je suis toujours inquiet. Non, mais c'est vrai, c'était déjà voilà, même par rapport à l'entraînement, et puis ça conditionne plein de choses quand même, le genou. Ouais. C'est quand même. Et là, de savoir qu'en fait, c'est uniquement le ménisque, et puis que c'est une opération, mais quand même très mineure. On retire le ménisque. Envoyez vos mots d'amour à Jérémy, qui vous manque tous. Envoyez-lui des mots de soutien, il a besoin de vous. Et moi, je suis content de savoir qu'à la place de m'arrêter 6, 8, 10 mois, je vais m'arrêter 2 mois. Voilà, je suis content. On est tous contents. Vous avez eu, vous, des gros trucs qui vous ont mis sur la touche pendant un moment? De gros trucs, moi le pire que j'ai eu. Donc toi, Cédric. Ouais, Cédric. ça a été le ménisque. C'était le ménisque. Donc pareil, j'ai eu la chance de faire l'opération, du moins avec Dr Mill qui m'a opéré, un spécialiste sur Paris à la clinique des Lilas. Et je lui ai donné mes objectifs. Je lui ai dit, écoute, à l'époque, je voulais être sélectionné en équipe de France CFG. Et je lui dis, écoute, j'ai tel objectif, là, j'aimerais faire une compétition dans 3 mois, alors que j'étais blessé. Et il regarde, il me dit, ça va être compliqué, mais c'est quand même, lui aussi c'est un petit compétiteur. Et il me dit... il pratique quoi? Du squash. Ouais, du squash, mais c'est pour les articulations, mon pote, c'est chaud. Mais c'est le genre de médecin assez moderne et tout. Et tu sens que, en fait, quand je lui ai donné ce défi, il s'est dit, ouais, j'aimerais bien. Il a voulu te remettre sur pied, quoi. Ouais, j'aimerais bien, quoi. Et il m'a dit, écoute, je te garantis rien, mais je pense que c'est possible. Mais il va falloir que tu sois vraiment sérieux et que tu m'écoutes. Je lui ai dit, ok, c'est parti. Et donc je me suis fait opérer.
Et je crois que 2 mois et demi après, je fais vice-champion de France. Tu t'es réentraîné, hein, je parle pas compétition, tu t'es réentraîné au bout de combien de temps après ton opération? J'ai commencé la rééducation 2 semaines après l'opération. Ouais, donc le ménisque, ça va, c'est cool quand même. Après, Je ça veux dire, dépend, voilà. parce que chaque opération est différente, chaque personne est unique et tout. Donc, du coup, ça dépend vraiment, on va dire, de la personne. Mais je sais que j'ai une photo où j'allais passer sur le billard. Et 2 mois et demi après, j'ai une photo avec la médaille du vice-champion, quoi. Et ça a été très, très, très vite. Très vite. Mais j'en ai bavé au niveau de la rééducation. Tout est une question. On va dire au niveau des opérations de ce type d'intervention, tout se joue pour moi dans la rééducation. Dans la rééducation, j'en ai. Mais bavé. même surtout, je pense au niveau du sérieux du rééduqué, parce que les kinés, tu sais, des techniques, c'est des techniques. Hein, je veux dire, ils appliquent des choses qu'ils ont apprises. Après, il y en a certains qui le poussent peut-être un peu plus loin, mais les techniques sont des techniques éprouvées. Mais Ouais. je pense que ça vient surtout du sérieux. C'était un de mes kinés, une fois, qui m'avait expliqué ça, qui m'avait dit que ça vient vraiment du sérieux. Et lui, il s'occupait de beaucoup de sportifs, et il disait que bizarrement, les plus sérieux, mais en fait, c'est extrêmement logique, c'est les danseurs. Parce que c'est surtout des filles, il s'occupait des filles de l'opéra, d'un opéra russe de Saint-Pétersbourg. Et il me disait, mais elles sont tellement disciplinées que tu leur demandes de faire un exercice. Les résultats sont immédiats chez elles. En fait. Ça m'étonne pas non plus. Moi, j'ai eu affaire à 2 frères. Donc en fait, c'est des spécialistes du sport et c'est des judokas, c'est d'anciens judokas, des frères Lemaire. Et donc du coup, pareil, quand je suis arrivé avec mon objectif, ils ont eu les yeux qui brillaient, quoi. C'est marrant, compétiteur dans le boulot aussi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, tiens, alors toi, tu veux pouvoir faire de la compétition, retourner à la compétition dans 2 mois et t'as tel objectif, On va t'y emmener. on va t'y emmener et tu vas en baver. Tu vois, c'était ça. Et je suis ressorti, mais sans déconner, hein, je suis ressorti de cette, on va dire, rééducation plus fort qu'avant la blessure. Je suis ressorti et j'étais physiquement, j'étais bien plus fort qu'avant. Moi, le gros truc que j'ai eu, c'est rupture du tendon d'Achille. Donc comme Samuel Petit, hein. Oui, exactement. Après, bon, je vais vous décevoir, j'ai pas eu ça au JJB. J'ai eu ça au foot. Mais Alors tu nous déçois pas du tout, hein, Combien l'enfer de reste fois l'enfer. Hein, combien de fois on l'entend, quoi? Ouais, JJB, je me suis rien fait, je me suis mangé un mauvais tacle au foot parce que je jouais avec des potes, et boum, je me suis pris 6 mois d'arrêt. Ne faites pas de foot. Oui. Le vrai truc qui nous déçoit, c'est que tu fasses du foot. Hein, Voilà, à la télé, c'est sympa, ne faites pas de foot. Faites du JJB, c'est beaucoup moins violent. C'est, je crois, au Brésil, il y a un dicton, parce qu'ils ont le problème. Ils disent lutador ou footballeur. Il faut choisir. Ah non, mais c'est sûr, ça peut pas être des trucs qui vont ensemble. Ça peut pas être des trucs qui vont ensemble. Quand tu vas en faire vraiment, c'est trop demandeur l'un comme l'autre. C'est pas possible. Tendon d'Achille, combien de temps? Bon, j'ai fait des choses pas très bien. Je me suis entraîné avec le plâtre. Bon, après, Alors, si moi j'arrive un jour avec l'attelle là, parce que ça va durer une semaine à peu près ce petit attelle, et que je te dis viens on va tourner et tout, on s'en fout machin, tu me dis non. Mais avec conviction, si tu commences à vouloir te changer, tu me dis non. je t'empêche par la force. Tu me dis non, tu appelles ma femme, tu fais ce que tu veux, tu me dis non. Tu sais que si j'appelle ta femme, elle va te faire mal. Je sais, c'est pour ça. Non, mais c'est la seule qui puisse m'arrêter. Tu pourrais reprendre 3 mois, c'est ça que je veux dire. mais justement, moi je pense qu'on a la chance au JJB. Bon, après, bien sûr, faut un peu maîtriser, mais de pouvoir tourner en préservant ses blessures. En gros, on peut tourner, par exemple, moi c'était la jambe gauche, j'avais mon plâtre, je prenais pas appui. T'as des photos, parce que ça, j'aimerais bien voir un mec à JJB avec un plâtre quand même. Ouais, On a pas mal de vidéos justement où il tourne avec son plâtre et c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Ouais. On les postera en même temps que le. Ah, en avec même temps plaisir. que avec l'émission. plaisir. On fera. Mais il y a un truc quand même comme ça, je me dis, tu vois, bon, là, je parle par rapport à ce que je vis là maintenant, je me dis c'est peut-être plus simple quand même, par exemple avec un pied cassé,
avec un tibia, ça commence à être hardcore, mais tu vois une cheville, un truc comme ça, parce que les appuis sont quand même pas les mêmes. Le genou, parce que j'allais te demander en fait si toi, Cédric, t'avais tourné avec le genou. Non. C'est quand même compliqué le genou, parce que tu vois, je me dirais épaule, nuque, genou, bassin, mais c'est quand même. Enfin, c'est toutes les rotations, en fait, c'est tous les changements de niveau, tout ça. Quelque part, cheville, pied, on peut s'en passer. Je pense qu'on joue pas avec le genou quand on est blessé au genou. Tourner, c'est compliqué. Après, c'est une question de douleur ou même on peut tout simplement, il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Non, le genou, c'est quand même chaud. Et puis c'est la blessure du Jitsuka, hein, soyons très clairs, on a tous eu des petits bobos. Moi, la seule fois où je me suis arrêté un peu longtemps, c'était le genou. Bon, voilà. Ouais. Enfin voilà, allez, je suis content, ça ira mieux, voilà, on va arrêter avec les blessures. Alors, comment vous en êtes venu à fonder Akamat? Parce que c'est marrant, parce que je vous sens hyper compétiteur, on est entre nous, on a besoin de personne. Je vois pas. Ah non, alors tu vois, c'est rigolo, je te coupe, excuse-moi Adrien, je te coupe, alors justement, vas-y. Non, mais parce que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. C'est pas intéressant ce que je Non, raconte. c'est pas que c'est pas intéressant, c'est que c'est faux. Moi, de ce que j'ai entendu du discours de Cédric, alors un peu moins Marc, mais parce que tu l'as dit dès le début, moins compétiteur, c'est que là, en l'occurrence, c'est l'équipe. Tu nous as parlé du médecin, vous nous avez donné le nom du médecin. Personne nous aurait donné le nom du médecin. Vous nous avez donné le nom des kinés. Vous nous avez expliqué qui ils étaient. En fait, cette deuxième place, tu l'as eu en équipe. Exactement. Mais tu vois, c'est exactement comme ça que j'allais finir. Donc, Et je t'emmerde. Je voulais dire ça. Moi, je suis beaucoup plus poli, mais j'allais dire ce que t'allais dire. Voilà. Ouais, donc c'est vrai que le travail d'équipe est prédominant pour nous. Pour répondre à ta question d'Akamat, on va dire, j'ai eu la chance, Marc aussi, mais un peu moins, de pouvoir. Je me suis entraîné un peu dans pas mal d'endroits. Que ce soit en Angleterre, c'est Braulio Sima qui m'a remis ma ceinture bleue. Quand j'étais à Birmingham, je suis resté. T'étais GB T'as commencé GB? Non, j'ai commencé chez Patrick Bitan et après environ après 2 ans, 1 an et demi, 2 ans de pratique, je suis parti vivre 1 an en Angleterre. Et là-bas, je m'entraînais avec Braulio Sima alors qu'il était, on va dire, il n'était pas le Braulio Sima qui avait tout gagné. C'est ça qui était intéressant, c'est-à-dire que c'était le Braulio Sima qui allait commencer à tout gagner. Donc du coup, j'ai pu bénéficier, il était ultra disponible et on s'est entraîné pas mal de temps ensemble. Et donc justement, super passionné, tu vois, le fait de rencontrer ce genre de personnes qui finalement il est tellement passionné, tu vois à travers lui, tu découvres le jiu-jitsu brésilien à travers, on va dire, sa manière de faire, etc. Ça renforce encore plus l'amour qu'on a du JJB. Et donc j'ai pu voir, j'ai pu aller visiter plein de clubs, m'entraîner. Je suis consultant. Et du coup, je suis amené à me déplacer par rapport au travail sur des périodes parfois assez longues. Donc je me suis retrouvé en Suisse où je me suis entraîné 1 mois. Je me suis retrouvé à Toulouse où je me suis entraîné avec Yann Cabral et Eric, pareil pendant quelques semaines. Je me suis retrouvé à Marseille, à Lyon avec Vincent Nguyen où de temps en temps j'y vais, je m'entraîne 2-3 semaines par-ci par-là. Et on va dire tout ça, ça fait que à un moment donné, on se dit, tiens, finalement, on a quand même quelque chose à transmettre. On a une... En fait, on voulait faire un club à notre image, tout simplement. Un club à notre image, avec nos valeurs. On va dire nos valeurs... ça fait un peu cliché, mais le partage, etc. Pour nous, c'était important. Pour nous, c'est pas forcément la guerre. C'est le JJB, c'est pas tel club contre tel club, technique secrète, on partage pas, dès qu'on se voit, on se bagarre. Non, c'est plus, il y avait plus une notion de partage et d'échange. Et c'est vrai que on avait besoin de véhiculer ces idées-là
à travers nos élèves, etc. Et on devait fonder notre club. Tout simplement. Et il n'y a rien de plus beau quand tu arrives, on va dire, à transmettre et voir un peu ce que tes gars font ou tes nanas font en compétition. Et le fait de réussir justement à transmettre la passion et à faire évoluer son prochain, c'est top, quoi. Tout simplement. J'ai rien à dire. Jérémy me tend le micro et me regarde là, Mais genre parce alors que Adrien. parce Alors que Adrien. tu as posé hein. la question, moi en fait, je suis. Non, mais c'est parce que ça sonne vrai en fait. On l'entend tellement, je veux dire, des gens qui te disent ouais, le jiu-jitsu brésilien, c'est le partage. Ici, c'est un lieu de vie, c'est une famille, c'est où tu peux faire ce que tu veux et tout. Et vous, c'est vrai. Enfin, on le sent, c'est. Ouais, Vous c'est le vrai. vivez quoi, je veux Ouais. dire. Tu te rends compte une ceinture noire qui a son club, donc qui met son nom en avant, qui fait des compétitions et tout, et qui a aucun problème à aller tourner de club en club en Europe. Enfin, faut avoir le courage de faire ça. J'en connais pas beaucoup, des profs qui font ça. Ouais. Des profs, je parle. Des ceintures noires, c'est différent. Mais des profs qui font ça, soit faut être super sûr de soi, soit au contraire, faut être hyper ouvert et se dire c'est pas le problème en fait de perdre, de gagner. C'est absolument pas le souci. Je pense qu'on Si tu veux apprendre en fait la notion de perdre et gagner, je crois que c'est un peu ton ennemi quelque part. non Exactement, mais c'est des profs, c'est Ouais, deux profs, ouais. tu vois, c'est hyper beau, je trouve encore de se dire bah ouais non en fait on est juste là pour apprendre exactement pareil quoi. En fait, on en revient à ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est le côté jeu. Finalement, depuis toujours, pour nous, c'est un jeu. C'est-à-dire que c'est un jeu qui nous permet de progresser et d'affûter, on va dire, notre jiu-jitsu. Et d'ailleurs, parfois, justement, quand il y a des challenges, des super fights, ce genre de choses, on a des personnes qui veulent nous encourager, mais qu'on est obligé de reprendre parce qu'ils n'ont pas forcément le bon état d'esprit. Genre tous les commentaires, genre plusieurs fois on s'est pris la tête avec ça. Hein. Ouais, les commentaires, ouais, défonce-le, tue-le. Ça ne sert à rien. On comprend pas ça. Ce n'est pas le but. Et on est obligé de dire à la personne, je lui ai dit... Il n'y a pas un moment, alors soyons très clairs, t'es dans ta compète, il faut que tu as envie de gagner, tu viens pas pour perdre. Ou t'es face à un gars, bon c'est ton adversaire du jour, mais il n'y a pas un moment où pendant le combat, je sais pas tu le détestes, mais il y a un moment où t'es prêt à lui faire du mal s'il tape pas, ou il n'y a pas un moment où, je vais pas dire que tu fondamentalement tu le détestes pas, mais il n'y a pas un moment où il faut qu'il y ait un truc qui te pousse à aller jusqu'au bout, parce que faut toujours aller chercher un peu plus loin. Il n'y a pas quelque chose quand même, quand un moment où, je dis pas t'as envie de le tuer, mais voilà quoi, il n'y a pas ça en vous, vraiment. Ça m'est arrivé une fois, c'était au championnat d'Europe Newaza. Je combattais contre un Russe. Donc Russe, fort debout, etc. Choisis de sauter, faire un saut de garde. Je saute, je l'entoure de mes jambes. Et là, volontairement, il me retient, je l'ai senti, il me tient. Et Islam. Il me tient, il fait exprès de perdre l'équilibre sur le côté. Et il saute et il vise le carrelage, en dehors des tapis. Ah ouais, non mais là... Et donc... Là, il a cherché à te tuer, lui, pour le coup. Donc, Et donc, là, j'ai vu rouge. Et après, il n'y avait plus de calcul. C'était la bagarre. Pendant tout le combat, je lui ai rentré. ça t'a servi. Est-ce que c'était mieux? C'était pas mieux. En fait, j'ai gagné. J'ai gagné, mais c'était pas mieux. Limite, j'avais l'impression de me laisser submerger par le côté obscur. Ouais, c'est complètement ce que tu nous racontes, là. C'est le dark side. Et c'est vrai que j'ai gagné, mais après, au niveau cardio, c'était pas bon. Au niveau de mes techniques, elles étaient beaucoup moins... C'était moins fin. C'était la bagarre. Donc, il n'y a jamais un moment où vraiment... Il y a quelque chose de, je vais pas dire un peu bestial, mais non. Le mec en face, c'est juste un mec comme toi, tu le respectes, tranquille, t'as pas plus, t'as envie de gagner, mais Non, si, je sais pas si j'écris bien. Il peut très clair. il peut y avoir, on peut se mettre en mode combat. C'est-à-dire que quand il y a un adversaire et que, imaginons la stratégie, pareil, c'est il faut que tu sois agressif. Parce que y a cette notion-là que, là on pourra en parler tout à l'heure, mais travailler son agressivité. Il y a une différence entre être agressif dans ses techniques et être agressif contre une personne. C'est deux choses complètement différentes. Ce sera jamais contre la personne, mais ce sera contre le combattant.
contre son style de Oui, combat. et puis avoir un Exactement. style, être agressif, ça veut aussi dire enchaîner les potentielles soumissions, et non pas être passif. Mais c'est pas être agressif méchant, l'agressivité en l'occurrence là. C'est pas. Après, c'est un point de vue. Hein. C'est un point de vue parce que, notamment un Broglio qui me donnait comme conseil, il me dit dans le combat, il faut que l'adversaire, constamment, il faut qu'il ressente, on va dire, ta pression. Il faut qu'il ressente un certain malaise. Il dit, tu le laisses pas une seconde se dire, tiens, je suis cool, je suis bien. J'imagine Braulio là en Luke Skywalker. C'est genre vieux maître Jedi qui dit Cédric, vas-y et tout, il faut qu'il sente la pression. C'est Mais ça, n'utilise pas le côté obscur, tu vois. Même si un russe te slame sur le carrelage. Et justement, il y a son side control, par exemple, son contrôle, le side control de Broglio, qui est super agressif. C'est-à-dire que le mec, il y a sa notion de je suis invisible, justement. Ce que en fait, tu vois pas forcément, mais il se passe des choses. Et lui, quand il te prend en side, Roger Gracie, c'est pareil, c'est la même école, il te met une pression sur au niveau de la mâchoire incroyable, tu vois. Tu pourrais limite taper comme ça. Alors que c'est pas une technique en soi, mais c'est juste le fait que tu sois mal et que tu sois découragé. Exactement. Je voulais juste dire, ne te laisse pas mener par le côté obscur. Je sais qu'il est en toi. Je sais qu'il est en toi. Évidemment, Ouais. évidemment, on fait quand même du jiu-jitsu brésilien. C'est Il y a ça. ce côté obscur potentiel, évidemment. Après, en ayant fait beaucoup de compètes, c'est vrai que bon, c'est marrant que certaines personnes ont besoin du conflit, limite, pour se dépasser. En fait, on l'a remarqué, des fois, il y a des personnes qui volontairement provoquent comme s'ils avaient besoin d'une justification pour aller fort. Ils avaient besoin de détester pour pouvoir vaincre. Bon, nous, c'est pas ça, du tout le cas. exactement. Ouais. Mais en fait, je pense que pour la plupart, c'est juste sur le moment. Parce qu'en fait, c'est des gens cool et sur le moment, ils ont besoin de te détester. Puis ensuite, vous allez boire une bière ensemble et c'est cool. Mais il y a des gens comme ça, je pense, qui ont besoin de se monter la sauce. On les voit dans les zones d'échauffement. Ouais. Ils ont besoin vraiment de faire naître la bête en eux pour mieux que ça retombe. Voilà. Après, c'est aussi Mais vous, ça semble pas être ça, a priori. Non, c'est pas trop ça. Mais chacun a sa manière d'aborder aussi la compétition. On a un partenaire d'entraînement super bon, très fort, une ceinture noire. Il s'entraîne avec nous, hein, Stéphane. Et pour pas le citer. et Stéphane, son truc, c'est que en compétition, il avait des super résultats. Il était très très fort. Sauf que il nous a dit non, je peux pas, c'est pas fait pour moi. On lui a demandé, mais Stéphane, pourquoi t'as vu tes résultats, t'es trop fort, quoi. Et il nous a dit, en fait, ça, pour lui, la compétition, c'était trop sérieux. Il n'arrivait pas à avoir ce détachement. Et pour lui, quand il entrait en compétition, ça le prenait trop aux tripes. C'est-à-dire que intérieurement, c'était trop lourd. C'était. Ça enlevait le côté fun du. C'est ça, exactement. Donc du coup, ok, il y arrivait au bout, il gagnait, mais intérieurement, c'était pas fun du tout, quoi. Bah, moi, ça m'a fait pareil, sauf que je gagnais pas. Voilà. C'est ça. Quand j'ai fait mes petites compétitions de ceinture blanche, ça me faisait pareil. Genre putain, c'est pas fun, c'est pas cool, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Voilà. Sauf qu'en plus, je gagnais pas. Donc bon, bref. Ah, c'est un vrai choix la compétition. C'est un vrai truc la compétition. C'est pas. Là, c'est très bateau de dire ça, mais vraiment ça, c'est pas fait pour tout le monde. C'est vraiment pas pour tout le monde. Je dirais pas que c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est, on va dire, on a des prédispositions. Et parfois, il faut aller chercher, on va dire, dans la manière d'aborder la chose pour que ça passe mieux, quoi. Moi, il y a un conseil on livre nos petits secrets à complète, hein, aussi. Hein. Moi, il y a un conseil, un truc que j'avais lu dans un bouquin de coaching. En fait, c'était pour vaincre le stress. Donc, dans ce bouquin, ils expliquaient que le stress, c'était quoi ? C'est tout simplement de la peur. En fait, on dit que c'est du stress, mais c'est une peur. Et on peut se servir de cette peur pour se dépasser.
Et, Oui, c'est ça, le stress, c'est une peur, mais qui est mal gérée. Parce que la peur, c'est bon, la peur. Enfin, ça te permet de t'entraîner. Si t'as pas peur, tu vas pas t'entraîner. Hein, je veux dire, Ouais, non, mais tu vois, instinctivement, tu vas pas aller t'entraîner si tu n'as aucune peur et tout. C'est parce que tu as la peur de potentiellement ne pas être premier sur le podium. Donc c'est ça qui fait que tu vas t'entraîner. Sinon, tu t'en fous, tu vas pas t'entraîner. Et puis t'essayes, tu vois, t'as pas de peur, tu t'en fous. Ouais, c'est exactement. Et donc dans ce bouquin, ils expliquaient justement, ils donnaient quelques méthodes de coaching pour appréhender le stress. Et il y avait la méthode d'un prof de natation, d'un entraîneur de natation, où il disait que lui, il demande à ses nageurs de sourire quand ils sont sur le plongeoir. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses déclencher un sourire avant de partir. Comment dire, c'était un conseil qu'on m'avait donné, c'était la power pose. C'est-à-dire que en gros, avant d'aller faire une compétition, il y a un truc qui libère en toi de l'énergie positive. Tu te mets devant ta glace, dans les toilettes, et puis tu fais les biceps, quoi, comme ça, tu te regardes, et quelque part, ça libère en toi un truc positif. Donc voilà, faites le con devant la glace, faites-vous des grimaces, souriez, tapez les pauses avec vos biceps, qu'ils soient gros ou pas, et ça vous donnera de l'énergie pour aller combattre ensuite. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire c'est ça, qu'il expliquait que si tu arrives à sourire juste avant le moment fatidique, ça veut dire que tu es bien mentalement. Et tu vas, même en étant stressé, tu te forces un peu, tu penses à quelque chose de joyeux, tu souris, ça va libérer en toi, tu vas te relaxer finalement, et tu vas pouvoir aller au combat, mais sans être rongé par un stress, un mauvais stress. Les gars, malheureusement, le temps joue un peu pour nous ce soir. Moi, faut que je vous laisse. Je peux vous laisser, mais là, malheureusement, voilà, moi, je dois y aller. On va conclure. Marc, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu as pris le micro, tu voulais rajouter quelque chose? Non, sur ça. je me tenais juste prêt pour la suite. Très bien. Juste une dernière question. Marc, vous comptez ouvrir un Akamato Togo? On va dire, c'est notre projet secret. C'est vrai que Bah voilà, ça l'est un peu moins. non, c'est vrai que développer le JJB au Togo, ce serait vraiment un accomplissement. Après, il n'y a pas besoin de grand chose pour développer le JJB. Il suffit juste, on va dire, de la technique, de la motivation et des participants. Du coup, je pense qu'au Togo, sans problème, on pourrait, ça pourrait se faire. Ensuite, que dire Ouais, donc forcément, en plus c'est vrai que comme on l'expliquait tout à l'heure, en Afrique il y a un potentiel, il y a beaucoup de talent. C'est un endroit où il y a peu de clubs de jiu-jitsu brésiliens, donc pourquoi pas être là et Le développer prochain défi pour les frères Akabogu. et avoir plein de Akamat Warriors du Togo, du Bénin et du Ghana. J'adore. Les gars, j'ai adoré vous recevoir aujourd'hui. Je crois qu'on n'a jamais fait un podcast aussi zen. En fait. Mais vraiment, et Sérieux, c'est ce que vous dégagez, les gars. Merci. Une grande sérénité. Mais Mais vraiment, et c'est hyper positif. Hein. Ouais. carrément. Réveillez-vous maintenant derrière là, hein. Ça y est, c'est fini. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était vraiment Merci super cool. beaucoup les gars. Vraiment, c'était un vrai plaisir. Et on espère vous revoir. Merci beaucoup, merci à vous. À bientôt. Salut à tous. Salut à tous, bande de petits castagneurs. Bye bye.